Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro d'Accès Direct. Accès Direct, votre rendez-vous avec l'actualité et l'information en Savoie-Mont-Blanc. Nous sommes le jeudi 13 décembre 2018. C'est parti pour 45 minutes de belles rencontres. Au programme ce soir, pour la rubrique Un jour une station, je recevrai Vanessa Duquesne, la directrice de l'Office de tourisme de Valmeinier. On fera le point à 9 jours de l'ouverture de la station. Catherine Munier de la librairie Imaginaire viendra pour sa petite sélection de livres. Et en fin d'émission, on découvrira la Maison de la Pomme et du Biscantin, située à Serraval. Mais avant toutes ces réjouissances, j'ai le plaisir d'accueillir Victoria pour les titres du journal. Salut Victoria. Salut Seb. Alors on va parler notamment ce soir, on va parler beaucoup de sports d'hiver et notamment des retenues collinaires. Oui, tout à fait. En cette période de dernier préparatif avant l'ouverture des stations, Emmanuel Jaude s'est intéressé aux retenues collinaires qui alimentent les systèmes d'enneigement. On verra son reportage dans le journal. Et puis il y aura malheureusement pour les usagers moins de trains qui vont circuler en Savoie. Et oui, les travaux de la gare Lyon-Pardieu impactent le réseau ferroviaire de toute la région. Des trains sont supprimés, notamment sur le trajet Lyon-Chambéry via Pont de Beauvoisin. Dans certaines communes, plus de 75% des TER ont été supprimés. On verra un reportage de Clémence Roaldès. Petite revue de presse, un petit peu plus courte parce qu'on a pas mal de choses à voir ce soir, pas mal d'invités. On commence avec des images très spectaculaires. Oui, une vidéo, on aime bien les vidéos de riders dans cette revue de presse. Celle-ci nous emmène sur les toits d'Avoria, la station de Haute-Savoie qui a vu passer sur le toit de ces immeubles un drôle de phénomène. Il s'appelle Richard Permin, c'est un freerider. Il revient cette année avec cette vidéo qui s'appelle Good Morning. On regarde tout de suite un petit extrait. De belles images donc, qui ont été tournées l'hiver dernier. 40 journées de tournage ont été nécessaires. Une équipe de plus de 10 personnes mobilisées pour cette vidéo. Et j'ajoute que c'est une revanche pour Richard Permin qui s'était cassé les 2 talons lors de sa première tentative. Le projet a débuté en 2016, donc il est revenu, il a tenu tête et pour notre plus grand plaisir. Toi, Seb, tu nous as trouvé des images aussi assez incroyables. Oui, alors c'est pas des vidéos, c'est des photos. On reste dans le domaine des sports d'hiver, mais avec une mésaventure qui, heureusement, n'a fait aucun blessé. Ça s'est passé ce week-end en Autriche, à Horzillertal, une station tyrolienne. Pour une raison encore inconnue, plusieurs télécabines se sont empilées près d'un pylône. Ce sont au total donc 5 télécabines de ce type qui peuvent contenir jusqu'à 10 personnes qui se sont encastrées. Ça fait plutôt mauvais genre pour des installations qui ont été inaugurées en 2018. C'est une véritable série noire pour la station tyrolienne, puisqu'il y a quelques jours, un incendie s'était déclaré dans une gare déjà de télécabine. Ça rappelle un petit peu ce qui arrive à la Compagnie du Mont-Blanc, malheureusement. Effectivement. En tout cas, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas eu de blessés. Merci beaucoup, Victoria. Merci, Seb. Pour la fin de l'émission. Allez, place à la rubrique Un jour, une station pour commencer notre défilé des invités. Et je reçois Vanessa Duquesne. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes la directrice de l'Office de tourisme de Valmeinier, station qui appartient au domaine skiable Galibier-Tabor, en Vallée de la Maurienne. Quelle est l'importance d'une telle mutualisation déjà ? C'est une importance par rapport au territoire, naturellement, de pouvoir raisonner les uns avec les autres. En l'occurrence, Valmeinier, c'est une bonne complémentarité. Et aujourd'hui, on se rend compte que ce sont de bonnes synergies aussi qu'on peut mettre en place entre stations. Justement, vous arrivez à travailler en totale synergie, en totale complémentarité ? On travaille en complémentarité, en bonne intelligence. On a un domaine skiable commun. Mais on va au-delà de cet aspect-là purement ski. On a également des projets sur l'été, notamment de rapprochement sur des activités qui nous regroupent. Alors, donc Valmeinier, ce sont 65 km de pistes, 42 pistes au total, un stop-park notamment. Comment s'annonce cette saison hivernale qui va débuter chez vous le 22 décembre prochain ? Alors, elle s'annonce bien. La neige est arrivée. Petit rectificatif, on a 150 km de pistes, 89 pistes puisque c'est un domaine, en comptant tout voilà, c'est un domaine connecté et effectivement il y a une offre ski qui englobe la globalité de ces 150 km de pistes. Voilà. Sinon, pour revenir à votre question initiale, oui, ça se prépare bien naturellement. On est agi quelques jours avant l'ouverture qui est prévue le 22 décembre. Et puis, sous en plus des auspices joyeux, puisqu'on est sur des festivités de Noël et de fin d'année.
Tout est prêt? Objectivement, là, aller à 9 jours de l'ouverture, tout est prêt? Ou il y a encore quelques... Bien sûr, forcément, il y a encore quelques il y a petits... forcément encore quelques ajustements, mais oui, c'est prêt. Les acteurs de la station, dans leur globalité, se mobilisent pour accueillir au mieux nos vacanciers. Le domaine, naturellement, travaille, bien sûr, l'ensemble des pistes pour que ce soit optimal. Bien sûr, on y travaille encore. On a encore une semaine. Est-ce que vous savez, est-ce que vous avez un ordre d'idée du nombre de vacanciers que vous allez accueillir là, pendant toute cette saison, du mois de décembre au mois d'avril? Alors, bien sûr, on a un ordre d'idée, c'est-à-dire qu'en termes de remplissage, on sait aujourd'hui que typiquement, on est au-dessus du pourcentage de l'année dernière. On est même, c'est plutôt très positif d'ailleurs comme début de saison, notamment sur Noël, Nouvel An. On est à un petit peu plus de 13% par rapport à l'année dernière, donc c'est un bon signal pour Belle progression. oui. Valménie a su garder au fil des années son côté authentique. C'est ce qui rend, fait sa force aujourd'hui, son côté authentique. Station Village. Oui, il y a une station. En fait, elle a deux visages, cette station. À la fois le village, comme vous l'appelez, authentique à 1500 mètres d'altitude, et puis une station de plus haute altitude à 1800 mètres, qui a ses atouts, qui est conviviale et surtout qui est très facile à vivre pour les vacanciers. Tout est fait et tout a été pensé pour que ce soit le plus pratique possible et le plus facile, effectivement, pour les familles, notamment avec enfants, mais pas que. Alors, beaucoup de nouveautés, comme chaque début de saison, notamment au niveau de l'hébergement, avec une nouvelle résistance au standing qui ouvre ses portes, le Belvédère. Oui. Alors, le Belvédère ouvre ses portes, absolument. 19 appartements, plutôt positionnés premium, avec de belles surfaces pour ces appartements, puisqu'on démarre à 54 mètres carrés, on finit à 119 mètres carrés, donc des belles propositions, avec des matériaux nobles, très bien situés, une vue magnifique sur la vallée. Donc voilà, ça devrait séduire notre clientèle. Autre nouveauté auquel vous tenez absolument, Valmy-Glisse, un espace entièrement consacré à la glisse. Oui. De près de 8000 mètres carrés. C'est ça, absolument, 8000 mètres carrés de glisse. Alors du snow tubing, donc là, si vous êtes sur une bouée, vous vous laissez emporter par la descente. Vous ne maîtrisez pas vraiment, mais bien sûr, c'est en toute sécurité puisque c'est fait pour les adultes, mais aussi pour les enfants. De la luge à frein, du big air aussi, un big air où vous pouvez du coup toujours, vous êtes sur une bouée, toujours. Et là, vous vous laissez plonger dans la pente et puis atterrir sur cet espace. Un espace aussi pour les plus petits, complètement sécure. Donc ça, c'est toujours bien pour les parents d'être assurés, de pouvoir profiter d'un moment de détente et de voir les plus petits évoluer en toute tranquillité. Voilà, donc Valmy-Glisse qui ouvre bien sûr ses portes en même temps que la station. Voilà. Vous avez aussi choisi d'investir dans un escalier mécanique couvert afin de rallier le centre et le haut de la station? Oui. Ça, c'était en réponse en fait à la demande de notre clientèle, qu'effectivement, Valménier, c'est une station étagée. Donc, pour les familles avec les plus petits notamment, c'était appréciable de pouvoir offrir en fait cet escalier mécanique qui est complètement intégré au paysage et qui permet effectivement de faciliter les flux entre centre-station, haute station. Et à terme, la commune a même prévu de changer tous les escaliers mécaniques pour les remplacer par des escaliers mécaniques couverts. Absolument. Donc là, c'est la première étape. Et puis, il y a d'autres étapes dans les années à venir qui vont concrétiser ce projet. Toujours dans cette optique de faciliter la vie des skieurs, 5 bornes d'achat et de rechargement de forfait qui vont être disséminées un petit peu partout dans la station. Oui, on essaye de répondre aussi toujours aux besoins de nos clients, de pouvoir aussi passer sur des dimensions plus digitalisées aussi, voilà, de pouvoir faciliter l'accès à ces services et de le fluidifier également sur des moments où effectivement on a beaucoup de demandes, notamment au moment des arrivées. Et puis les vacanciers pourront se désaltérer avec une bière 100% Valménier, oui, la Guap. Absolument. Donc c'est un jeune couple de brasseurs qui s'installe à Valménier Village. La bière est entièrement produite avec l'eau de captage du fond de vallée de Valménier. Donc il y a 4 bières qui sont proposées, blondes,
ambrés, enfin bon, voilà, qui vont venir donc enrichir cette offre-là. Et puis, ils vont ouvrir donc leur brasserie à de la dégustation, des ateliers, un espace dégustation, un espace atelier, mais aussi à des visites 1 à 2 fois par semaine, tout au long de la saison. Un mot rapide sur les événements qui sont prévus tout au long de cette saison, Oui. les gros temps forts. Alors, on accueille pas mal de courses, effectivement, Courses sportives, FIS notamment. Donc là, sur le mois de décembre, sur la semaine de Noël, on a la chance d'avoir un espace, une piste homologuée pour accueillir une manifestation où on a quand même des skieurs, parmi les meilleurs skieurs français et internationaux qui viennent sur Valmeinier. C'est une chance. Donc, bien sûr, on en profite. Et puis d'autres manifestations tout au long de la saison, une montée sèche en février qu'on appelle la montée de la mine. Donc là, c'est sous les étoiles, c'est de nuit et là, c'est vraiment les compétiteurs mauriennais qui s'y attaquent et qui sont méritants. Merci beaucoup, Vanessa Duquesne. Merci On à vous souhaite vous. évidemment une très très belle saison du côté de Valmeinier. Merci de nous avoir reçus. À bientôt. Au revoir. J'ai oublié juste une petite précision, toujours dans le cadre de notre rubrique. Vous avez la possibilité de remporter des forfaits avec le hashtag forfait Valmeinier. Avec là un petit changement au niveau du règlement, maintenant ça sera un tirage au sort. Et puis aussi des cadeaux à gagner avec le forfait Goodies Valmeinier. Voilà, le message est passé. Merci à vous. Merci, bonne soirée. On passe à notre rubrique culture à présent avec Catherine Meunier, que vous avez l'habitude de rencontrer. On a l'habitude d'accueillir. Bonsoir. Donc je rappelle, vous êtes de la librairie Imaginaire du côté d'Annecy. Bienvenue pour cette dernière chronique de l'année. Merci. Avant de s'intéresser aux livres, les fêtes de fin d'année, c'est une période propice aux sorties littéraires? Pas aux sorties littéraires, elles ont déjà été faites surtout en septembre et octobre, mais aux cadeaux, aux idées de cadeaux, parce que c'est vraiment l'idée la plus géniale de cadeau, un livre évidemment. Alors ce soir, trois œuvres. On commence avec celui-ci, la papeterie de Tsubaki. La papeterie de Tsubaki. Alors comme son nom l'indique, on prend la direction du Japon. C'est exactement, on est au Japon, on est dans une grande ville balnéaire au sud de Tokyo, et c'est l'héroïne Popo reçoit en héritage la papeterie de sa grand-mère. C'est un lieu où elle a été élevée, sa grand-mère s'est occupée d'elle, mais était une femme très exigeante, très sévère, et Popo rêvait de partir très loin de tout ça. Elle va être obligée de revenir. Elle prend, comme toute bonne japonaise, elle obéit aux ordres. Elle va s'occuper de cette papeterie et surtout, elle va reprendre la charge d'écrivain public qu'exerçait sa grand-mère. Et là, pour nous, ça va être l'occasion de découvrir des tas de vies, puisque les gens viennent dans sa papeterie pour raconter leur vie, pour dire pourquoi ils veulent écrire une lettre, à qui ils la destinent. Et Popo va imaginer ce qu'elle peut écrire et puis surtout imaginer sur quel support elle va le faire. Elle va choisir le papier, l'encre, la plume ou le pinceau, l'écriture, puisqu'au Japon on peut écrire de manière horizontale ou verticale. Ça n'a pas la même symbolique, ça ne veut pas dire les mêmes choses. Et puis surtout, Popo va peu à peu apprivoiser la mémoire de sa grand-mère et comprendre pourquoi elle était si exigeante avec elle. Et puis, elle a aussi une voisine très extravagante, une vieille dame tout à fait charmante et extravagante, qui cumule un peu les amants, un peu imaginaires ou pas, on ne sait pas. Ça s'inscrit dans l'œuvre de l'auteur? De l'auteur, tout à fait. C'est une Ogawa. auteure qui a l'habitude de nous écrire des livres tout à fait optimistes, qu'on lit avec le sourire et qui nous permettent surtout de découvrir une culture qui est très éloignée de nous et en même temps passionnante. C'est vraiment un livre pour voyager et puis pour sourire, parce que c'est un livre qui nous met de très très belle humeur. On change de pays, de registre et d'époque maintenant avec Magnifica Magnifica, de Maria Rosaria Valentini. On est en Italie, là, dans les Abruzzes, dans les années 1950 au début, et on va traverser 3 générations de femmes pour arriver à Magnifica, qui est l'héroïne qui donne le titre à ce livre, qui est une jeune fille qui naît tellement belle que sa mère la surnomme Magnifica. Et puis on remonte l'histoire de sa mère, de sa grand-mère, qui étaient des femmes très solitaires, qui ont dû se débrouiller seules. L'une parce que son mari l'a très vite délaissée après un mariage d'amour, mais il s'est plus intéressé à ses animaux, à la chasse et à ces animaux qui l'empaillaient, et à une maîtresse qui... Et puis cette femme va mourir très jeune en laissant une jeune fille, Ada Maria, qui a 13-14 ans et qui va devoir se débrouiller toute seule pour élever son petit frère.
et qui, un jour, lors de promenades dans la montagne, va découvrir quelqu'un. On peut dire qu'on part d'une trame assez triste pour arriver finalement à, Oui, à une conclusion qui donne du baume au cœur. oui, C'est vrai. un peu crescendo. Oui, c'est crescendo. Et puis en même temps, c'est vrai, c'est des vies qui peuvent paraître un peu rudes, mais qui ne sont jamais vécues comme ça par les héroïnes. C'est non, des héroïnes qui en veulent et qui se satisfont de ce qu'elles ont. C'est une atmosphère très, très sensuelle et très proche de la nature. C'est un livre apaisant, vraiment apaisant. Et attirant, apaisant et, oui, et passionnant. On termine avec la carte du souvenir et de l'espoir. Alors là, on est dans un roman en plein dans l'air du temps. Oui, en plein dans l'air du temps et en même temps dans l'histoire, puisque c'est un roman à deux voix. On suit deux récits parallèles. L'un raconté par Nour, qui est une petite fille syrienne, qui est née aux États-Unis, qui a vécu à Manhattan, on peut imaginer dans un milieu plutôt aisé, et qui, au décès de son père, va être obligée de revenir avec sa mère et ses deux sœurs en Syrie. Malheureusement, c'est en Syrie en 2011, au pire moment, enfin, c'est toujours le pire moment en Syrie, et où les bombardements vont commencer. Elles vont être obligées, les trois enfants plus la mère, de fuir. Et là, elles ont l'idée de fuir en Jordanie. Mais c'est pas mieux. Enfin, il faut. Après, donc, elles vont aller en Égypte, et puis en Libye, et puis en Tunisie, et puis après, elles doivent rejoindre le Maroc. On saura à la fin pourquoi. Et en parallèle, on nous raconte le récit de Ravia, qui est une jeune fille originaire du Maroc, de Ceuta, et qui, au XIIe siècle, et qui rêvait et qui l'a fait de rejoindre l'expédition de Al-Idrisi, qui était un célèbre géographe, qui a été le premier géographe à cartographier l'Europe et même une grosse partie du monde, et qui partait en expédition pour relever ses cartes et d'autres relevés scientifiques, puisqu'il était botaniste aussi. Et cette jeune fille rêve d'être l'apprentie de ce grand savant et va se travestir. Elle va se faire passer pour un jeune garçon. Elle se fera appeler Rami. Et ce récit est en parallèle avec l'histoire de Nour, parce que le papa de Nour lui racontait cette légende, enfin ce récit vrai, mais qui est entouré d'énormément de légendes, puisqu'on ne connaît pas exactement la vie de ce savant. Et en fait, les deux vont parcourir exactement le même chemin et rencontrer à peu près les mêmes épreuves, puisqu'on va se rendre compte que le XIIe siècle, le XXIe siècle, il n'y a pas grande différence entre les frontières et les affrontements et les haines. Très rapidement, est-ce qu'il y a 2 ou 3 romans très attendus pour 2019 ? Pour 2019, il y a le nouveau roman de Houellebecq qui est extrêmement attendu. Je ne l'ai pas reçu encore, donc je ne l'ai pas lu. Je ne sais pas si je le lirai d'ailleurs. Et puis, on attend des tas de choses, mais là, comme ça, oui, c'est surtout Houellebecq qui est... Mais il faudra patienter, il paraîtra courant janvier. Merci beaucoup Catherine Meunier. Merci à vous. Merci en tout cas de nous avoir accompagnés pour cette année 2018. On vous retrouve en 2019. Avec grand plaisir. À très Merci bientôt. beaucoup, à bientôt. Allez, on enchaîne avec mes 2 prochains invités pour la rubrique Bonne idée. Je vais récupérer les livres. Chantal Marquisio, Benoît Clavel, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes respectivement bénévole et président de la maison de la pomme et du Biscantin à Serraval. Tout simplement, qui a eu l'idée de créer cette structure ? Alors, cette association a été créée en 1998, donc à l'initiative du maire de Serraval, Jean-Paul Amoudry, sénateur à l'époque. Et les anciens pommiers étaient plus entretenus dans la vallée des Aravis. Donc, on trouvait ça dommage qu'il y ait du gui, que les arbres soient plus taillés. Et donc, on a décidé de créer cette association pour redynamiser, donc c'était dommage de laisser perdre ces fruits par terre, juste pour les sangliers ou pour les cerfs, alors qu'en fait, on pouvait en faire un produit. Donc, on a fait du jus de pomme et du cidre. Alors, on connaît la pomme, mais qu'est-ce que c'est que le Biscantin ? Alors, le Biscantin, c'est un nom patois, marque déposée. C'est vraiment un cidre de montagne. Tout simplement. Tout simplement. La population du siècle passé n'avait pas de vin en montagne, il n'y avait pas de vignes, donc c'était la boisson locale. Et par contre, il y avait des pommiers,
Donc, ils faisaient un jus de pomme frais au moment de la récolte des pommes. Et ensuite, ils mettaient à fermenter du jus de pomme pour obtenir un biscantin. C'était leur boisson sur une année. On peut dire que la pomme, c'est un fruit presque patrimonial du côté de Serraval. Oui, parce qu'à l'époque, c'était des pommes à couteau, donc surtout des rainettes, des galantines, des quintales, des nationales qui étaient transportées jusque sur les quais de Seine, en fait. Justement, là, j'allais y venir, la pomme de Serraval, notamment la rainette, elle a connu son heure de gloire avant la Première Guerre mondiale. Son heure de gloire au moment des années 40, jusque dans les années 45, et après ça s'est essoufflé en fait. Après ça a plus été l'agriculture sur le lait avec le reblochon, le chevretin. C'est toutes mes questions, c'est parfait. Donc c'est pour ça qu'on s'est dit que c'était quand même dommage de laisser perdre ce patrimoine et au moins au niveau aspect paysager, quand on voit tous ces arbres fruitiers, ces cerisiers, ces poiriers, ces pommiers au printemps qui font de très très belles floraisons blanches, c'est vrai qu'il faut quand même un minimum d'entretien pour qu'on puisse obtenir des fruits avec un petit peu de taille, quoi. Vous, Chantal, quel épanouissement vous trouvez dans ce bénévolat au sein de la Maison de la Pomme et du Buscantin? Je m'en suis toujours occupée depuis que l'association existe. Ça fait 20 ans, c'est ça? 20 ans. Oui, 20 ans, en 98. Je trouve que c'est un beau projet parce que d'un côté, c'est défendre la nature. En plus de ça, le produit plaît bien. C'est un produit qui est bon. On a la chance d'avoir des fruits de qualité avec très peu de traitement. Ce que Benoît n'a pas dit, c'est que la pomme et la poire sont des fruits de montagne parce qu'ils ont une floraison tardive. Donc, ils ne subissent pas le gel. Et il y a très peu de verre dans les fruits parce que le verre du fruit, il lui faut des nuits chaudes en juin-juillet pour éclore. C'est un papillon de nuit. Et en montagne, on ne l'a pas. Les nuits sont plutôt fraîches. Donc, ce qui fait que les fruits de montagne sont des fruits qui ne sont pas traités. Donc, c'est quand même un gros avantage pour déjà manger des pommes et puis même dans le produit où il y a très peu de traitement. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, ce qui explique le léger déclin de la pomme, ça a été notamment que les agriculteurs ont choisi plutôt de s'orienter vers la production de fromage, voilà, au détriment des vergers. Au détriment des vergers, c'est sûr que ça demande du travail, hein, ça demande des heures de travail. Et puis, selon les années, si vous avez de la neige sur la floraison, vous n'avez pas de fruits. Donc, c'est vrai que c'est un petit peu décourageant. Donc, les gens voulaient quand même un revenu constant sans avoir d'aléas climatiques, quoi. Donc c'est vrai que les fermes faisaient tous du cidre à l'époque. Et au jour d'aujourd'hui, presque plus n'en font, quoi. Donc c'est vrai que c'est pour ça que l'association a décidé de relancer ces anciens produits, quoi. Votre mission, c'est aussi un peu de redorer, entre guillemets, l'image de la pomme? Tout à fait, de redorer l'image de la pomme, bien sûr. Et puis, on a eu la chance en 2007 d'avoir une maison de la pomme, qui est donc sur le canton, à Serraval, qui s'inscrit dans un circuit de patrimoine. Donc ça permet de faire connaître aux nouvelles générations ce qu'on peut faire avec une pomme. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des enfants qui savent à peine que le lait vient d'une vache. Donc on sait, comme ça, dans une bouteille de jus de pomme, que ce sont des pommes. On fait beaucoup, à l'automne, on fait beaucoup de démonstrations avec les enfants des écoles, où les enfants cueillent les pommes, pressent les pommes, et obtiennent un jus de pomme. On râpe et on presse un jus de pomme, donc ils s'en vont avec leur bouteille de pomme. Donc ça, je veux dire, quelle meilleure pédagogie que ça, par des enfants, de fabriquer un produit à partir d'un fruit. Vous disposez également de plusieurs vergers, ce qui vous permet d'avoir une production d'environ 30 000 pommes par an, c'est bien ça? 70 tonnes. Cette année, on a ramassé. C'est une année record. Donc en fait, dans les 50 adhérents qui sont dans l'association, il y a des anciens agriculteurs, des propriétaires d'arbres fruitiers. Tout le monde est accueilli, hein. Il n'y a pas du moment qu'on apporte des pommes et des poires de qualité, nous, c'est le seul souhait qu'on a au niveau de l'association, quoi. Donc après, on fait un échange. Donc ça, je ne sais pas, Chantal... Oui, en tant qu'association, on n'achète pas les fruits aux propriétaires. Pour 10 kilos de fruits apportés, ils ont une bouteille de produit fini. Voilà, donc ce qui est intéressant, qui a touché les gens, comme avant, ils fabriquaient leurs produits. Le fait de ne le plus faire et d'avoir une association qui vient à leur secours et qui fabrique, surtout qu'à l'époque où elle a été créée, la population était vieillissante. Il faut bien se rendre compte que tous les vergers, tous les arbres fruitiers sont des propriétaires qui ne sont pas jeunes. Donc ils étaient contents d'avoir une association qui vienne à leur secours.
Donc aujourd'hui, on a le flambeau est repris, entre autres par des gens comme Benoît, qui sont la jeune génération, on va dire, et ça c'est bien. C'est bien de perpétuer tout ça, c'est bien d'avoir un respect pour le travail des anciens, ce qu'ils ont amené jusqu'à présent avec les fruitiers. Merci beaucoup. Bravo en tout cas pour ce que vous faites. Eh ben, merci de Merci. nous avoir invités. À très bientôt. Allez, on termine. Je vous invite à rejoindre la régie. Merci. On termine notre défilé d'invités avec Camille Copin pour son traditionnel agenda qui est avancé à ce jeudi. Salut Camille. Salut. Alors, on va commencer avec un festival de films de ski du côté de l'Aclusa. Oui, les températures baissent, hein, Seb. Moi, j'ai plutôt envie de me mettre au chaud, pas trop envie d'aller braver les pistes en ce moment, en tout cas. Donc, je te propose d'aller quand même à l'Aclusa, en Haute-Savoie, pour le LCZ Free Ski Film, ce samedi 15 décembre. En fait, de nombreux riders viennent là-bas filmer leurs exploits en freeride. Et donc, la station a décidé de créer son propre festival qui réunit ces riders dans une atmosphère bon enfant. Ce samedi, il y aura donc une projection ouverte à tous et gratuite au cinéma de l'Aclusa dès 18h30. Et vous pourrez y découvrir 6 productions locales en présence des riders et réalisateurs. Des noms qu'on connaît bien, Bon Appétit, Jérémy Pancras, Seb Michaud ou encore Loïc Colomb-Paton. Bref, à ne manquer sous aucun prétexte, que du lourd. Et suivra une grande tombola avec de nombreux lots de marques à gagner pour bien commencer la saison. Un petit peu de cinéma. Oui, encore dans le cinéma. Une autre idée de sortie ciné, Seb, à faire avec un événement incontournable à Annecy, la projection de Kirikou et les sorcières, qu'on connaît tous, mais avec la présence de son réalisateur Michel Oslo. Ça se passera à 16h30 le samedi 22 décembre prochain, donc pas ce week-end, mais le week-end d'après. Je vous en parle tout de suite car les places risquent de vite partir. Tarif unique à 5,50 € et les places sont à réserver sur le site cinémapatégaumont.com ou directement en vous rendant au cinéma, tout simplement. Direction Aix-les-Bains pour le Soup Pop Rock. Oui, on fait un petit tour Aix-les-Bains pour la soupe pop rock organisée par la MJC d'Aix-les-Bains en partenariat avec le Secours Populaire. Ce samedi 15 décembre à 19h, vous pouvez vous rendre à la MJC où une soupe populaire sera servie à prix libre. Vous pourrez également boire un vin chaud ou déguster d'autres mets sur place au profit toujours du Secours Populaire. Pour garder l'esprit de Noël, vous pouvez faire un don de jouets, ce qui vous permettra de manger un bout gratuitement et surtout de faire une bonne action. Le tout en musique avec un groupe d'indie rock, Haze, et un one-man band rock'n'roll, Piero Quintana. Un joli événement pour une bonne cause. Un marché de Noël des créatrices, toujours à Aix-les-Bains. Toujours à Aix-les-Bains avec une jolie boutique éphémère à Côte-Ouest Apart Hotel où se sont réunies plusieurs filles hyper créatives qui vous proposent une sélection exclusive de produits français et éco-responsables pour les fêtes de fin d'année. Décoration d'intérieur, cosmétiques bio, accessoires de mode ou encore petit mobilier. C'est le moment de penser à ces cadeaux de Noël qui sortent de l'ordinaire. Vous pouvez y faire un tour depuis aujourd'hui jusque samedi 15 décembre à 18h. La même chose, mais cette fois-ci du côté de l'Impérial Annecy. C'est ça, événement similaire. J'avais 5 minutes aujourd'hui, j'ai décidé quand même de parler de plein d'événements, du coup j'enchaîne. Donc le marché de Noël des créateurs prendra place dès demain à l'Impérial Palace pour tout le week-end. Des idées cadeaux originales avec tout ce qu'on peut y trouver de sympa pour les fêtes et de quoi faire plaisir à tous vos proches. Plus de 35 stands de créateurs locaux pour découvrir des talents de la région et gâter vos proches. L'entrée est libre et ouverte à tous. Pour les horaires, demain, vous pouvez y aller entre 14h et 20h, samedi de 10h à 20h et dimanche de 10h à 18h. Un atelier original. Décor de table. Décor de table. Le centre horticole municipal de la ville d'Annecy organise un atelier de décoration de table avec les éléments de Noël sympas pour les fêtes ce mardi 18 décembre et jeudi 20 décembre à 10h. Ça se passe donc au centre horticole d'Annecy. L'atelier dure 1 heure environ et se fait à partir d'éléments naturels. Une chouette initiative pour changer notre habituelle déco et passer un peu de temps entre amis. Vous pouvez donc vous inscrire par téléphone au 04 50 88 38 35 ou par mail à centrehorticole@ville-annecy.fr. Et puis on termine avec un petit point sur les différents marchés de Noël. Voilà, c'est la saison. un dernier petit mot, Seb, là-dessus. Donc, côté Savoie, vous pouvez aller flâner à celui d'Ugine, de Saint-Pierre-d'Entremont ou encore Saint-Pierre-d'Albigny. Et si vous résidez plutôt côté Haute-Savoie, je vous propose d'aller faire un tour à Sallanches, Sciez ou encore Servoz. Évidemment, il y en a encore plein d'autres, donc il faut juste surveiller autour de chez soi. Et puis sinon, vous pouvez les retrouver sur noël.org, tout simplement. Merci beaucoup, Camille. Le timing est parfait puisque Victoria vient d'arriver sur le plateau. Enfin, elle arrive. Je me ferai un passage derrière le sapin. Alors, pour le journal, on va parler notamment de sport d'hiver, de la neige et notamment des retenues collinaires. Oui, tout à fait. C'est un reportage d'Emmanuel Jaude qui s'est intéressé aux derniers préparatifs des stations et donc notamment aux retenues collinaires qui alimentent les systèmes d'enneigement. Et puis, certains usagers des trains se mobilisent contre la réduction du nombre de trains en Savoie.
Oui, ce sont des suppressions qui sont liées aux travaux de la gare Lyon-Part-Dieu. De nombreux trains sont supprimés, notamment sur le trajet Lyon-Chambéry via Pont de Beauvoisin. On verra tout cela dans le reportage de Clémence Roaldès. Merci beaucoup Victoria. On se retrouve dans quelques minutes pour le journal, juste après la pub. À tout de suite.